Bienvenue à vous pour ce webinaire sur le secteur sanitaire et social. Donc pour un petit peu approfondir la connaissance de ce secteur, aujourd'hui j'accueille Madame Nolot de Mutualité Retraite. Bonjour. Je vais tourner l'écran pour présenter différentes intervenantes et puis ensuite on va démarrer. Donc on accueille également Madame Barfetti. Bonjour. Donc Madame Barfetti qui travaille au CHU de Nantes en tant que directrice d'un institut de formation. Voilà, elle présentera tout à l'heure l'institut dans le détail. Et puis, on accueille également Sylvie Roturo. Bonjour. Donc, Sylvie Roturo qui travaille dans le service formation sanitaire et sociale au Pays de la Loire, et donc qui prendra le temps aussi de nous expliquer de quoi il s'agit, puis de nous présenter le schéma des formations sanitaires et sociales en Pays de la Loire. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite avec donc ce petit quiz qu'on vous propose et puis sur lequel on reviendra un petit peu plus tard si peut-être certains d'entre vous n'ont pas terminé d'y participer. Donc je laisse 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez y participer, puis ensuite on va voir le sommaire de ce webinaire. Donc, alors avant de voir le sommaire à proprement parler, au mois de juillet, on avait envoyé un questionnaire pour connaître vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc je vous laisse découvrir là, sur cette slide, il y a eu 4 réponses sur la première question qui était de quels éléments d'information avez-vous besoin sur ce secteur d'activité. Donc vous étiez sur les 4 réponses, il y avait 4 personnes qui disaient nous on a besoin d'informations générales, les emplois occupés, les effectifs, la nature des employeurs, etc. Il y avait 3 personnes qui demandaient des informations sur les métiers et les évolutions en cours ou à venir du secteur, 2 personnes sur les formations, les modalités de recrutement et 1 personne sur les conditions d'exercice des métiers. Et puis, par ailleurs, on avait une question sur éventuellement les difficultés que vous pourriez rencontrer pour accompagner des personnes dans ce secteur d'activité. Et puis, quel type de difficultés? Alors voilà, sur les 3 réponses, 2 personnes parlent d'un manque d'attractivité du secteur et puis 1 personne parle de méconnaissance du secteur d'activité. Évidemment, au cours du webinaire, vous avez une fenêtre de conversation sur la droite de l'écran et vous allez pouvoir poser un certain nombre de questions. Nous, on va vous présenter un sommaire et puis dérouler un certain nombre de contenus. Et puis, on prendra un temps pour répondre aux questions que vous allez nous poser par chat. Voilà, donc je passe tout de suite au sommaire. Donc dans un premier temps, effectivement, Madame Nolot va nous présenter Mutualité Retraite, qui fait partie d'un groupe un peu plus vaste. Elle va vous expliquer ça dans un instant. Ensuite, Madame Roturo, voilà, avec Madame Roturo, on verra un peu plus le secteur sanitaire et social en Pays de la Loire, en quoi ça consiste, combien d'emplois ça représente, et puis l'aspect formation, et puis qui sera complété également par l'intervention de Madame Barfetti, donc qui est directrice d'un institut de formation au CHU de Nantes. Voilà. Alors. Donc, Madame Nolot, vous travaillez donc à Mutualité Retraite. Votre fonction à Mutualité Retraite? Alors, je suis responsable ressources humaines, donc bonjour. Je travaille donc chez Mutualité Retraite, nous sommes situés sur Nantes. Mutualité Retraite, pour vous expliquer succinctement d'où nous venons, nous faisons partie du groupe Vive. Le groupe Vive, c'est le regroupement de Harmonie Mutuelle, la MGEN et l'ISTIA. Et il y a des services à la mutuelle, si je puis dire, qu'on appelle ViveCare. ViveCare, donc nous on fait partie du sous-groupe ViveCare, Mutualité Retraite. Nous sommes spécialisés dans le service des personnes pour les personnes âgées. Alors nous sommes aujourd'hui situés en Loire-Atlantique et demain, horizon 2019, nous serons au niveau des Pays de la Loire, principalement avec le Maine-et-Loire, où là, il y a 12 structures qui font partie de MFAM actuellement et qui demain se regrouperont avec Mutualité Retraite. Donc, à l'échéance 2019, nous serons donc plus de 75 structures. Alors, quelles sont ces structures pour vous expliquer un petit peu les différents services que nous avons à la personne âgée? Nous avons des services on va dire de services de soins infirmiers à domicile, ce qu'on appelle des SIAD. Ensuite, nous avons des solutions dites intermédiaires, avec un séjour temporaire situé sur Nantes, avec des domiciles services, des villages retraites et également un accueil de jour. Alors là, ça vous expliquait un petit peu à quoi correspond à chacune de ces structures. Et nous avons également des hébergements dits collectifs et permanents avec des EHPAD,
des établissements mixtes, c'est-à-dire qui peuvent être EHPAD et résidence autonomie, ou bien EHPAD et établissements de soins longue durée, et également des domiciles collectifs. Les domiciles collectifs, on va dire que ce sont des petits EHPAD de quartier, où là, nous avons principalement un responsable et des agents de service, agents de soins, sachant que tout ce qui est de la profession médicale, enfin, ou aide-soignante, soignant du moins, est faite par des prestataires. Voilà, je cherchais mes mots. Donc voilà pour vous situer un petit peu l'offre de services de Mutualité Retraite. Alors, en termes de chiffres, de nombre de salariés, ça représente combien de personnes Mutualité Retraite aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 1200 salariés chez 1200 Mutualité Retraite. Demain, on sera à peu près 1450. D'accord. Et 1500. combien d'établissements du coup? Alors aujourd'hui, 63. Demain, 75. D'accord. On a à peu près 400 à 500 CDD par mois également. D'accord. Nous sommes situés principalement sur Nantes, Ouais. son agglomération, et également sur la zone de la côte nazérienne, on va dire, avec la Baule. D'accord. Ok. Donc là, ce sont les 63 donc, structures que nous avons actuellement, ce que je vous ai expliqué également au niveau des différentes solutions et hébergements que nous avons. Ok, d'accord. Et là, c'est pour resituer un peu nos métiers au sein d'un EHPAD, hein, parce que c'est ce qui est le plus représentatif dans nos structures, on va dire. Donc, nous avons un responsable qui peut avoir aussi un responsable adjoint. Oui. Et ce responsable a également des chefs de service. Donc, on a l'infirmière référente qui, elle, s'occupe de toute l'équipe soins au sein d'un EHPAD, qui a elle-même une équipe infirmière et des équipes d'aides-soignantes ou AMP actuellement. D'accord. Et elle travaille bien sûr en transversalité avec un médecin coordonnateur. Ok. Également, nous avons l'équipe plus hébergement. Ouais. Et c'est donc le chef de service étant une gouvernante, ce qu'on appelle aussi dans certains métiers, enfin dans certaines autres structures, la maîtresse de maison. Ouais, hein, voilà, on a chacun un peu notre jargon. Et donc la gouvernante a une équipe d'agents de service et agents de restauration. Et également, nous avons le cuisinier qui lui travaille avec un commis cuisine, seconde cuisine. Okay. Et ensuite, le responsable, bien sûr, est épaulé par un ouvrier d'entretien. Qui s'occupe de tout ce qui est... La petite maintenance. Voilà, exactement, au sein de l'EHPAD. Et également, un agent d'accueil. Ok. Combien, les EHPAD, les structures que vous avez, c'est en gros combien de résidents accueillis? Environ 80 résidents. Et généralement, dans chacune des résidences, il y a 2 à 3 séjours temporaires. D'accord. Donc 82, 83. D'accord. Okay. Principalement dans nos EHPAD, sauf le séjour temporaire qui est au Condorcet, où là, on a 41 places. D'accord. Ok. Alors, on va passer plus rapidement sur ces slides-là, parce qu'on y reviendra après. Alors, au niveau de Mutualité Retraite, comment se passe le recrutement? Comment vous y prenez-vous? Alors, au niveau du recrutement, on passe une offre, tout simplement, sur notre site Mutualité Retraite. Vous avez l'adresse qui s'affiche. Et également, et où j'ai mis sur Pôle emploi, sur l'APEC, en fonction des besoins que nous avons, des offres. Et ensuite, on invite donc les candidats, enfin ceux qui sont à la recherche d'un emploi du moins, à aller consulter ces offres et ensuite à nous envoyer leur candidature. Candidature veut dire lettre de motivation et curriculum vitae, à notre boîte RH qui est rh@mutualitéretraite.fr. D'accord. Sachant que généralement dans le processus qui suit au niveau du recrutement, une fois que nous recevons ces candidats, nous envoyons systématiquement un mail de réception et dans lequel nous mettons également, nous indiquons un délai de traitement. Voilà, de la demande. Ensuite, en fonction des candidats que nous allons sélectionner dans un premier temps, nous allons faire généralement un échange téléphonique. J'appelle ça un peu l'échange logistique pour savoir s'il n'y a pas de contraintes, si au niveau des horaires ça peut aller, sachant qu'on a des contraintes quand même à ce niveau-là, au niveau mobilité géographique, etc. pour le mieux. Enfin, pour adapter au mieux, quelque part, le process de recrutement derrière. Sachant qu'ensuite, une fois qu'on a passé ces premiers échanges, on a 2 entretiens. Généralement, un entretien premier entretien physique, si je puis dire, ou face à face, avec le service ressources humaines.
et ensuite avec le responsable de l'établissement, ou l'inverse. Ça dépend un petit peu des possibilités de chacun, et sachant qu'il est important que nous ayons notre œil RH, si je puis dire, et également que le candidat puisse aller voir aussi l'établissement où il serait susceptible de travailler, parce qu'il est important de s'imprégner de l'environnement également, et de voir un petit peu avec qui on va travailler. Et ensuite, on fait une réponse au candidat. Alors, nous également, on participe à des forums pour également recruter des candidats. Aujourd'hui, il y a un petit peu une pénurie de candidats et c'est des difficultés, notamment sur le profil aide-soignant, je crois. Alors, aide-soignant, c'est très compliqué aujourd'hui. Nous avons actuellement petite soixantaine de postes. Voilà, sachant qu'on a plus de 400 aides-soignantes dans nos structures. On a plus de 350 agents de service, on a plus de 80 infirmières également. Donc, franchement, nous sommes à la recherche d'aides-soignantes, oui, ça c'est un fait, et aussi d'agents de service, ce qui n'était pas le cas il y a encore 1 ou 2 ans. Mais maintenant, on se retrouve face à une difficulté, une pénurie aussi au niveau des agents de service, dû aussi au fait peut-être aussi du manque d'attractivité du monde de la gériatrie, de la gérontologie, alors que on a beaucoup de professionnels très passionnés pourtant, qui savent très bien en parler. Donc, faut pas hésiter aussi à demander quelquefois des entretiens avec ces professionnels qui sauront en parler aussi. Et peut-être donner l'envie, susciter des vocations. D'accord. Donc, on se rend visible aussi au niveau de Mutualité Retraite pour le recrutement sur des job dating, sur des forums qui sont organisés sur la Loire-Atlantique, entre autres celui des AS organisé par l'IFSO, également le forum de Gorges, le forum de Vertou, le forum de l'Atlantis. Aussi, nous pouvons être présents dans des IFAS pour avoir des témoignages de nos propres professionnels qui peuvent témoigner de leur quotidien au sein d'un EHPAD, au sein d'une structure au service de la personne âgée. IFAS étant Institut de formation d'aide-soignants. Tout à fait. C'est ça, ok. Oui, c'est bien de le préciser. Également, on participe à des jurys d'examen. On a aussi mis en place cette année avec le partenariat de Pôle emploi, qui nous a été d'une grande aide, sur la méthode de recrutement par simulation pour des postes d'agents de service. Sachant que pour ce poste d'agent de service, on ne demande pas forcément de diplôme. C'est plus du savoir-être et des compétences. Des compétences qui peuvent être transversales aussi de d'autres métiers comme la restauration, l'hôtellerie. Et donc, on a mis en place cette méthode de recrutement par simulation où on a eu 50 personnes qui se sont présentées. Derrière, on a pu recruter 5 personnes, ce qui a été très satisfaisant parce que on a enlevé le CV. Enfin, on n'a pas parlé de CV, on a vraiment été dans des compétences qui pouvaient être transversales. Et ça, c'est primordial. Et surtout aussi un savoir-être. Et après, aussi, on accueille des stagiaires dans nos structures, tout simplement pour faire découvrir aussi les métiers. D'accord, via donc des PMSMP. Aussi, tout à fait. On peut aussi, alors ça aussi, ça a été dans la méthode de recrutement par simulation. On avait quelques candidats qui étaient pas très sûrs de leur choix, qui nous aussi, nous étions plutôt dubitatifs. Donc, Pôle emploi nous a offert la possibilité que ces personnes fassent une PMSP, une évaluation au milieu de travail, si je puis dire, pour que justement les candidats puissent s'imprégner et puissent se mettre en situation, ce qui est primordial après dans ces choix-là. À l'instant, vous parliez des compétences, justement, des savoir-être. Alors, à quoi vous êtes sensible, vous, particulièrement, en tant que recruteur? Alors, c'est déjà aimer l'autre, si je puis dire ces grands mots. C'est avoir envie d'aider l'autre, savoir se respecter soi-même, respecter l'équipe. Je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est toujours ce qui ressort. C'est aussi savoir travailler en équipe et aimer travailler en équipe. Parce qu'on en a énormément besoin dans ces métiers où on peut être confronté aussi à un moment donné à la fin de vie. On peut être confronté aussi à des maladies, des troubles, etc. Donc à ce moment-là, on a besoin de communication. Donc avoir une personne communicante, avoir des personnes, prendre soin de soi et de l'autre. C'est primordial. Et aussi après, bien sûr, ces compétences, c'est plus sur un savoir-être, mais dans certains métiers, on ne peut pas échapper au diplôme d'État comme infirmière, aide-soignante. Donc là, par contre, il faut absolument le diplôme. D'accord. Ok.
Donc, c'est surtout des bonnes qualités relationnelles aussi à avoir. Et puis, effectivement, une résistance physique, psychologique. Les aptitudes physiques sont importantes aussi parce qu'il y a la manipulation des patients, il y a des personnes vieillissantes. Tout à fait. Donc là, on met aussi à disposition du matériel comme des lèvres malades. Nous avons un établissement qui vient de s'équiper en rail aussi pour aider justement nos professionnels. Ça aussi, on appuie énormément sur ce point-là. Vous faites bien de le dire lors du recrutement. On leur dit, nous, on met à disposition du matériel, donc aux salariés, enfin aux candidats, aux salariés ensuite, de l'utiliser. C'est primordial pour lui se préserver parce que quelquefois, on a l'impression de gagner du temps en voulant aller très vite, sans prendre le lève malade, et on en perd parce qu'on peut se faire mal. Et puis il y a un risque d'usure dans le temps, avec des postures, des ports de charge. Tout à fait. Ok. En termes d'intégration, est-ce qu'il est possible de se former en cours d'emploi chez Mutualité Retraite? Comment... Oui, tout à fait. Alors, la formation en cours d'emploi pour des métiers d'aide-soignante, principalement, vais-je dire, soit il y a des personnes qui partent sur un cycle de VAE, de validation de l'expérience, et qui ensuite peuvent partiellement valider leur diplôme, parce que c'est compliqué quelquefois de tout valider sur le diplôme d'aide-soignante d'un seul coup. Et dans ce cas-là, nous, après, on peut offrir à des salariés très motivés, parce que c'est avant tout le premier postulat, un accompagnement financier pour qu'ils puissent valider leur autre module. D'accord. Ensuite aussi, on a là j'en ai 4 cette année des agents de service, agents de soins, qui ont passé leur concours, qui l'ont eu et qu'on suit sur une formation totale d'aide-soignante. D'accord. Et aussi en apprentissage ou est-ce qu'ils partent alors là, c'est vraiment sur une formation continue de 10 mois. D'accord. Mais aussi, vous faites bien de relever l'apprentissage. Donc, on a la chance de participer à la première session d'apprentissage qui s'est mise en place en Pays de la Loire et principalement en Loire-Atlantique, qui s'est mise en place en septembre 2017, où il y a eu 16 ouvertures d'apprentis. Et chez Mutualité Retraite, nous recevons 9 apprentis dans 9 de nos EHPAD, où là, il y a 18 mois de formation pour ces apprentis, avec non seulement un accompagnement, bien sûr, de l'IFSO, qui est l'école, également du CFA, et de nous, Mutualité Retraite, avec des maîtres d'apprentissage qui ont reçu une formation pour accompagner justement ces apprentis. Et sur 18 mois, avec un module de gérontologie. Voilà, ce qui est assez optionnel, ce qui est optionnel au sein de cette formation, mais qui pour nous est primordial pour que l'apprenti puisse s'imprégner justement de ce monde qui peut être un petit peu compliqué pour lui quelquefois. Pour lui donner toutes les bases et tous les outils. D'accord. Et puis aussi, si je peux, au niveau recrutement, on joue au niveau de l'interne. On met en place la cooptation pour nos métiers d'aide-soignante. C'est-à-dire si une personne salariée en CDI chez nous connaît une aide-soignante, peut la coopter ou le coopter au sein de notre structure, notre réseau. Et derrière, il y a une prime à l'appui en fonction, bien sûr, si la personne a été recrutée, est allée au-delà de sa période d'essai. D'accord, ok. Donc voilà. Donc ça, effectivement, c'est des choses mises en place aussi pour fidéliser les salariés, puis pour répondre à ces difficultés de recrutement que vous avez aujourd'hui. Pour les métiers d'aide-soignant principalement. Alors tout à l'heure, on parlait aussi justement de la pénibilité un petit peu de ces métiers. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par Mutualité Retraite pour justement tenir compte et puis accompagner, je dirais, peut-être alors soit des reconversions, soit aussi lutter ou prévenir l'usure professionnelle, entre guillemets? Alors tout à fait, il y a eu une démarche qui s'est mise en place par rapport à la qualité de vie au travail, ce qu'on appelle la démarche santé au travail. Donc c'est un projet d'entreprise. Alors là, il y a eu un comité de pilotage qui s'est retrouvé, et puis des principales actions se sont mises en place. Pour être concrète, je reprends mes éléments. On a identifié et formé 8 référents santé au travail pour accompagner au niveau du périmètre géographique toutes nos structures. Tout ça dans un but aussi de pallier à toutes ces problématiques d'absentéisme, à problématiques justement de prévention aussi des risques professionnels, des outils d'évaluation des risques a été mis en place, entre autres avec le document unique, le DURP, et également il
il y a une grosse sensibilisation qui a été faite au niveau des responsables d'établissement sur tous ces risques. Et on forme aussi des professionnels sur tout ce que gestes et postures. D'accord. Et aussi, on a 2 formatrices PRAP 2S qui elles-mêmes vont être amenées à bouger dans les établissements et à rencontrer les équipes et à donner les bonnes pratiques aussi, à les appuyer, à les accompagner là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui se fait sur 3 ans déjà dans un premier temps, qui a commencé c'était en 2015 que ça a commencé, donc on va finir un petit peu cette première étape, mais qui est primordiale chez nous pour justement, non seulement l'attractivité, puis avant tout, protéger aussi nos salariés et les fidéliser derrière. D'accord. En termes d'évolution des métiers, voilà, est-ce que aujourd'hui, on voit que c'était un sujet qui pouvait intéresser les conseillers donc qui travaillent dans les structures d'orientation ou les structures d'accompagnement à l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution du secteur d'activité, l'évolution des métiers, donc dans l'accueil des personnes âgées aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on voit la montée en dépendance de nos résidents, aussi le souhait des personnes à rester le plus longtemps possible à leur domicile. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution des métiers. Donc aujourd'hui, nous, ce qui nous préoccupe le plus, et au travers de la formation, c'est vraiment d'accompagner nos professionnels sur les maladies, on va dire, les troubles que peuvent avoir nos résidents, sur tout ce qui est démarche santé, sécurité au travail, gestes et postures. C'est vraiment accompagner nos professionnels pour qu'ils aient la meilleure prise en charge possible et qu'on leur donne les meilleurs outils pour qu'eux-mêmes ils puissent évoluer dans ce métier. Après, on a beaucoup dans l'évolution d'agents de service vers des postes d'aide-soignante. Ça, c'est ce qu'on mobilise le plus au travers de formations. Après, d'aide-soignante à infirmière, c'est un petit peu plus rare. Après, on peut aussi avoir des infirmières qui deviennent, après un diplôme aussi, de CAFER-UIS ou autre, accéder à des postes de responsables. Aussi, ça peut être aussi un éventail. On a aussi une infirmière qui est plus infirmière préventionniste aujourd'hui, sur nos EHPAD, sur nos résidences autonomie, dans le cadre du forfait autonomie. Voilà, donc il y a des multitudes de possibilités, des possibilités, on va dire, mais ceci dit, on peut pas dire qu'elles sont multiples, par contre, parce que, bon, bien sûr, à un moment donné, on peut pas demain avoir nos 400 AS sur un autre poste chez Mutualité Retraite, c'est pas possible, quoi. Donc c'est un peu la difficulté aussi quelquefois. Donc c'est surtout avant tout les préserver et les fidéliser au maximum dans nos structures. Donc dans la fidélisation, on avait parlé entre autres de la formation. Et également, voilà, je sais, on incite aussi la mobilité, comme j'allais dire, avec des entretiens professionnels. Et aussi, on a quelques leviers qu'on met en avant sur tout ce qui est la possibilité d'augmenter leur temps de travail, parce que c'est des emplois qui sont souvent précaires dans le sens où il y a à temps partiel. Donc, un accord a été signé, avec les instances représentatives du personnel, justement pour pouvoir payer au mieux nos salariés dans un remplacement urgent, on va dire. Et puis également, on a mis en place, au niveau de l'intégration, on met des doublures aussi en place pour nos salariés, pour qu'ils puissent non pas arriver sur un poste et être lâchés comme ça. On a aussi mis en place pour les agents de service, là on le met en place, c'est tout nouveau aussi avec Unifaf, notre partenaire, une mise en place du parcours CLEA, qui peuvent valider 7 domaines de compétences pour nos agents de service qui quelquefois sont pas diplômés, et ce qui pourrait leur donner une certification et surtout une reconnaissance de leur travail, et aussi les ouvrir peut-être sur un parcours après derrière scolaire ou pédagogique, on va dire, peut-être vers des métiers d'AS. Donc on essaye d'ouvrir un maximum les champs du possible. D'accord.
Alors, on va prendre un premier temps de questions-réponses et puis ensuite on va passer à l'intervention de Madame Roturo. Alors, je vois qu'il y avait déjà une première question donc de Morgane du SUIO d'Angers qui demandait est-ce que vous recrutez aussi des profils type psychologue? Oui, tout à fait. Alors là, c'est pareil, on n'a pas énormément de postes, mais pour tout vous avouer, j'en ai recruté une la semaine dernière pour un remplacement de congé maternité. On a soit des psychologues qui sont en EHPAD, hein, dans nos structures, avec des petits temps de travail, donc généralement, elles travaillent aussi avec d'autres employeurs, ou bien on a là actuellement 2 psychologues réseau, donc à temps complet, qui travaillent chacune sur 7 à 8 structures. D'accord. Voilà. Et alors tout à l'heure vous parliez de rémunération de salaire. Alors à titre indicatif là pour les conseillers, une assistante sociale qui débute dans le métier, une aide-soignante, excusez-moi, qui débute dans le métier, le salaire à peu près auquel elle peut prétendre. Alors actuellement, alors nous on fait partie, c'est important de le dire, on est une société privée à but non lucratif, donc c'est la CCN 51 dans notre jargon, hein, convention collective 51. Donc là on est sur des coefficients multipliés par des taux. Ouais. Hein. Donc là voilà, c'est mis parce que ça vient de changer au mois d'août, on est à 1640 environ. Enfin, je vous le recalcule exactement. Voilà. Salaire brut. Alors ça, c'est en salaire brut sur un temps complet. Vient s'y ajouter après également une prime décentralisée de 5%. Donc qui est versée 2 fois dans l'année. Hein, sur les premiers semestres, on prend les bruts du premier semestre, on multiplie par 5%. Voilà, et l'aide-soignante fait touche en juin, et pareil pour décembre. On a également des indemnités de travail jours fériés et dimanches. On a également une mutuelle, Harmonie Mutuelle, hein, qui pour une salariée aujourd'hui aide-soignante, normalement la mutuelle est à 41 €, mais grâce à la participation de l'employeur et également du CE, parce que le comité d'entreprise souhaite participer, l'aide-soignante paye 9,80 €. Donc autant vous dire que c'est un très bel avantage, un beau levier salarial aussi. Voilà pour donner un petit peu les leviers qu'on peut avoir. Sur la rémunération. Alors il y a des questions aussi sur le territoire sur lequel est présent Mutualité Retraite. Donc on l'a expliqué tout à l'heure, effectivement, Mutualité Retraite est présent sur l'agglomération nantaise, en Loire-Atlantique, sur Saint-Nazaire et la côte nazérienne, voilà. Et puis en 2019 sera présent en Maine-et-Loire. Voilà, plus principalement sur Angers. Sur Angers. Sur Angers et un tout petit peu sur Saumur et plus aller sur Cholet, mais principalement sur Angers. D'accord. Ouais. Donc effectivement, pour répondre à Dominique qui est en Sarthe et puis à Stéphanie en Vendée, effectivement, il n'y a pas de structure aujourd'hui ni en Sarthe. Alors en Vendée, on n'a qu'un domicile service sur Esnay. On a 2 salariés. Donc voilà, pour l'instant, mais peut-être à l'avenir. À voir. Ok. Alors, on a également Maryse de Service Emploi d'une collectivité qui demande pour les cadres responsables, avez-vous un dispositif particulier pour le recrutement? Est-ce que vous avez recours à un cabinet extérieur? Est-ce que vous recrutez actuellement? Quels sont les diplômes privilégiés, etc. Alors, en effet, pour les postes de responsables, on travaille avec un cabinet extérieur qui, lui, fait déjà un premier sourcing, un des premiers entretiens, et qui ensuite, nous voyons en second entretien. Alors après, ce sont tous les diplômes de responsable d'établissement, hein, qu'on va privilégier avant tout. Hein, parce que les CAFRUIS, les CAFDES. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et donc on travaille aussi avec l'Institut Bellet aussi, qui est à Montaigu. D'accord. Ouais, en Vendée. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ces éléments d'information. Donc, on va passer à l'interview de Madame Roturo, donc de la région Pays de la Loire, sachant qu'on va avoir plusieurs temps de questions-réponses et qu'à un moment donné, s'il y a d'autres questions que vous auriez voulu poser à Madame Nolot de Mutualité Retraite, il sera possible d'y revenir également. Donc, alors, je passe à l'écran suivant et on va commencer, Madame Roturo, par répondre au quiz qu'on avait proposé donc aux personnes qui sont présentes aujourd'hui, donc de Pôle Emploi, du CIBC, du SUO, etc. Alors la première question qu'on vous avait proposée, la première affirmation, c'était tous les diplômes du sanitaire et social sont accessibles en VAE. Alors il y a 3 personnes qui ont dit oui, on pense que tous les diplômes sont accessibles en VAE. Qu'est-ce qu'il en est, Madame Roturo? Alors bonjour à vous. Donc tous les diplômes du sanitaire et social ne sont pas accessibles à la VAE puisqu'un certain nombre de métiers sont dits réglementés. Ouais. Et donc l'exercice de ces professions ne peut se faire que si au préalable
on a obtenu donc le diplôme correspondant. D'accord. C'est le cas par exemple des infirmiers, c'est le cas des masseurs kinésithérapeutes, c'est le cas des assistants de service social. Donc on a un certain nombre de métiers qu'on ne peut exercer que si au préalable on a obtenu le diplôme. Par conséquent, il n'est pas possible d'exercer certains actes sans avoir obtenu ce diplôme et donc de faire valoir ces actes auprès d'un jury de diplôme pour obtenir, dans le cadre de la VAE, ces diplômes-là. Donc tous les diplômes du sanitaire et social ne sont pas accessibles à la VAE, ils sont très encadrés. D'accord, ok. La deuxième question qui avait été proposée, la deuxième affirmation, il n'y a pas d'âge limite pour présenter un concours dans le secteur sanitaire et social. Donc c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc effectivement, il n'y a pas d'âge limite. D'accord. On a des personnes en formation qui ont 18 ans, on a des personnes qui ont 55 ans. Donc il n'y a plus d'âge limite pour se présenter aux sélections dans les instituts de formation sanitaire et sociale que je vous égrenerai tout à l'heure. D'accord. Donc vous êtes 9 à avoir pensé effectivement qu'il n'y avait pas d'âge limite. Donc avoir eu la bonne réponse. Un ou une candidate peut se présenter un nombre de fois illimité à un concours. Donc effectivement, ça aussi, c'est une question qui nous arrive souvent. Ouais. Donc il n'y a pas une personne peut se présenter à 2, 3, 4, 5, 6 concours d'aide-soignante. Il n'y a pas de limite. La même chose pour les formations, les concours d'entrée en école d'éducateurs spécialisés ou autres. Donc c'est de manière illimitée. Par contre, il peut y avoir une organisation au sein de la région des Pays de la Loire qui fait que les concours ont lieu le même jour, à la même heure, avec les mêmes épreuves. Mais dans l'absolu, un candidat peut se présenter pendant plusieurs années ou sur plusieurs territoires en France. Ok, un concours. Et puis alors la dernière affirmation qu'on vous avait proposée sur ce quiz, le métier de sage-femme est réservé aux femmes. Personne ne s'est laissé tromper entre guillemets par cette question. Alors la réponse. Alors bien que le métier s'appelle sage-femme, il est bien sûr ouvert aux messieurs. Donc cette question était aussi destinée à vous rappeler, à vous alerter sur le fait que ces formations sont bien sûr destinées autant aux messieurs qu'aux dames, que parfois un certain nombre de messieurs ne s'autorisent pas à aller sur ces métiers-là. Donc on a encore des professions pour lesquelles le public masculin représente 5, 6, 10%. C'est le cas chez les infirmiers, chez les kinés, on est à peu près équilibré, mais l'essentiel des formations sanitaires et sociales sont féminines. Mais les messieurs ont toute leur place dans ces métiers-là et dans ces formations-là. D'accord. Donc on va poursuivre par donc une présentation. Alors on va revenir un peu plus sur voilà le secteur sanitaire et social au sens large. En quoi ça consiste? Donc une première slide où effectivement on a reprécisé en quoi ça consiste les métiers du sanitaire et social. Donc effectivement les métiers du sanitaire et social, ce sont les métiers de la prise en charge de publics fragiles. Donc ça peut être fragile en raison de problèmes de santé, d'un handicap, ou aussi au titre de la jeunesse, pour les enfants et les bébés, et aussi les publics donc fragiles en raison d'une situation des insertions, une situation sociale. La caractéristique de ces métiers, c'est qu'ils exercent tout autant en domicile qu'en structure. Ils incluent pour partie les métiers du service à la personne, en particulier tout ce qui est relatif aux métiers d'auxiliaire de vie sociale, aux métiers d'assistante maternelle. Ce sont des professionnels qui interviennent auprès du public à tous les âges de la vie, donc de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et ce sont des métiers qui vont du niveau 5 au niveau cadre et dirigeant. Ça sachant que les métiers du sanitaire et social sont majoritairement des diplômes de niveau 5 et 4 et des métiers du niveau 5 et 4. Mais il offre des perspectives du niveau 5 jusqu'au cadre dirigeant, avec, comme le disait tout à l'heure madame, un certain nombre de structures qui ont 300, 400, 1000 salariés. Donc les cadres dirigeants sont des personnes avec des diplômes de niveau 1, avec énormément de responsabilités. Ok. Alors pour la suite, on va vous proposer quelques slides. Alors c'est vrai que vous étiez demandeur justement sur dire voilà les métiers, le secteur d'activité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle par sanitaire et social. Donc dans les ressources qu'on a trouvées, il y a un guide des carrières sanitaires et sociales qui a été édité par la région Grand Est avec un certain nombre de partenaires, les services académiques de l'ONICEP, etc. Et donc on a indiqué les slides. Donc dans les 4 slides suivants, ils ont réparti en fait les métiers du sanitaire et social en 4 catégories. Donc d'un côté les métiers de soutien à l'autonomie, où on va trouver donc effectivement un par niveau, du niveau 5 au niveau 1. Sur le niveau 5, on trouve des accompagnants éducatifs, des aides-soignants, des assistants de vie, des ambulanciers. Et puis on va trouver sur le niveau 3 des conseillères en économie sociale et familiale, des éducateurs, des psychomotriciens. Enfin, je vous laisse découvrir un petit peu dans le détail de quoi il s'agit.
En sachant que, alors oui, je réponds tout de suite à la remarque de Stéphanie, vous pourrez être destinataire du PowerPoint, et puis ce guide des carrières sanitaires et sociales, on le trouve en ligne. À la fin de ce diaporama, vous avez les ressources qu'on a utilisées et un certain nombre de liens qui vous permettront de retrouver tous ces éléments. Donc, dans un premier temps, effectivement, les métiers de soutien à l'autonomie. Il y a une deuxième catégorie, c'est les métiers de la petite enfance. Madame Roturo en parlait un instant. On va trouver les assistants maternels, les auxiliaires de puériculture, et puis les techniciens d'intervention sociale et familiale sur un niveau 4. On retrouve les infirmières puéricultrices ou infirmiers puériculteurs en niveau 3, les éducateurs de jeunes enfants. Et puis, on voit effectivement, il y a aussi des formations au niveau 2, niveau 1, et donc on retrouve les sages-femmes ou les mailloticiens, je crois on dit pour les jeunes, en niveau 1. Donc la troisième slide, ce sont les métiers de l'intervention sociale et familiale, où là on retrouve un certain nombre de métiers. Alors certains métiers peuvent être, on le voit hein, aussi bien sur les métiers de l'intervention sociale et familiale, ou sur les métiers de l'autonomie. Donc on retrouve par exemple accompagnement éducatif et social. Voilà, je vous laisse découvrir un certain nombre de métiers qui sont là. Et puis la dernière, c'est les métiers du paramédical et les professions médicales à compétences définies. Donc qui sont tous les métiers entre guillemets de la santé, sont exclus les métiers de médecin, de pharmacien ou de dentiste. Voilà, et donc des métiers qui peuvent être exercés à titre libéral ou en établissement du secteur public ou privé. Donc voilà, ça vous brosse un petit peu, et puis c'est peut-être des ressources si vous accompagnez des personnes qui veulent découvrir les métiers du sanitaire et social sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Donc voilà, encore une fois, le lien vers ce guide, vous le retrouvez en fin de PowerPoint. Alors, les métiers sanitaires et sociaux, donc vous le disiez il y a un instant, Madame Roturo, il y a certains métiers qui sont réglementés. Donc, comme je l'indiquais, donc ils peuvent être exercés que sous réserve d'avoir obtenu préalablement un diplôme d'État. Donc, c'est le cas d'infirmier, de masseur kinésithérapeute, assistant de service social. On a beaucoup évoqué tout à l'heure le métier d'aide-soignante. Ce n'est pas une profession réglementée, ce qui permet effectivement la possibilité pour certaines personnes d'accéder à ce diplôme par la voie de la VAE. Donc, un certain nombre de personnes obtiennent par la VAE la totalité du diplôme. Hein. Il y a 8 modules à acquérir pour avoir le diplôme. D'autres personnes obtiennent qu'une partie de la certification et de la validation, qu'une partie des modules. Dans le cas où ils obtiennent qu'une partie des modules, soit ils retournent dans leur entreprise et acquièrent l'expérience manquante, ils se représentent devant le jury de diplôme pour avoir le diplôme par la VAE, soit les conditions ne sont pas suffisantes pour acquérir les compétences par l'expérience en revenant dans leur entreprise, et à ce moment-là, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent rejoindre les instituts de formation pour obtenir les modules manquants. Ouais, ce qu'expliquait tout à l'heure effectivement Madame Nolou à Mutualité Retraite, c'est parfois des parcours qu'il y a effectivement des personnes qui ont validé partiellement le diplôme d'aide-soignant et donc du coup qui sont accompagnés ensuite par l'employeur pour pouvoir faire la suite de la formation. Quand je dis accompagner, je veux dire notamment sur les aspects financiers, quoi. Alors, en ce qui concerne ces formations, donc certaines sont réglementées. En tous les cas, la plupart, pour l'instant, sont accessibles par la voie du concours ou par la sélection. Ces concours et ces sélections sont organisés par les instituts de formation qui peuvent, dans certains cas, se regrouper pour organiser ensemble les épreuves écrites et les épreuves orales. En ce qui concerne la rentrée de septembre 2019, le gouvernement nous annonce la suppression des concours d'entrée pour les formations post-bac sanitaire et post-bac social. Ça concerne a priori donc la formation infirmier, la formation de pédicurie podologie, et dans le secteur social, ça concernerait le diplôme, la sélection pour entrer en formation d'assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, éducateur technique spécialisé. Pour ces formations, et les manipulateurs radio pour lesquels le passage en Parcoursup voilà est déjà en place depuis 1 an. Donc pour ces autres formations, donc ce système va se mettre en place donc pour la rentrée de septembre 2019, ce qui conduira les jeunes et les moins jeunes intéressés par ces formations à s'inscrire dans le cadre du Parcoursup. Nous sommes en attente d'informations sur la situation des personnes qui seraient déjà salariées, qui seraient déjà sorties du système scolaire depuis plusieurs années, pour savoir comment, pour ces personnes-là, leur permettre d'accéder aux formations infirmières et autres. Il semblerait que ça soit malgré tout l'outil Parcoursup. Donc je vous invite, si vous avez des personnes intéressées par ces formations-là, à les sensibiliser au fait que le concours
ne devraient plus exercer et que le passage se ferait par l'intermédiaire de Parcoursup, avec la question de savoir si les établissements de formation organiseront ou pas ensuite des épreuves, en particulier des épreuves orales. Mais pour sélectionner les candidats. Voilà, à ce stade, nous ne disposons pas d'informations, mais je pense que dans les 2-3 mois qui viennent, nous devrions disposer d'informations, puisque Parcoursup ouvre à destination des familles et des candidats à partir de janvier. D'accord. Ok. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra voir pour apporter des compléments d'informations dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puisque c'est en train de bouger pas mal du point de vue de la formation dans le secteur sanitaire et social. Alors, si on passe effectivement sur les chiffres en Pays de la Loire, donc le secteur sanitaire et social, ça pèse à peu près 10% de l'emploi régional. Oui, effectivement, donc le secteur sanitaire et social au sens large, en intégrant les assistantes maternelles et tous les métiers qui vous ont été présentés tout à l'heure, c'est 10% de l'emploi régional. Dans ce chiffre, il y a donc essentiellement il y a quelques professions qui sont très très représentées. C'est le cas des infirmiers il y a plus de 30 000 personnes qui exercent comme infirmiers dans notre région. Il y a des professions qui sont moins représentées, les masseurs-kinésithérapeutes, où il y a 4 000 masseurs-kinésithérapeutes. Il y a des professions encore plus rares, les sages-femmes, avec près de 1 200 personnes qui exercent en Pays de la Loire. Et puis les aides-soignantes, on a évoqué tout à l'heure, donc avec plus de 20 000 personnes qui exercent actuellement cette activité. D'accord. Donc cette activité est exercée de manière de manière différente. Dans certains cas, il s'agit de personnes salariées, donc soit de structures associatives, soit de structures publiques hospitalières ou publiques territoriales. Et dans certains cas, ces professions sont exercées de manière libérale. Donc c'est en particulier le cas des professions de masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers. Dans le secteur social, l'activité libérale est très 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 rare. Il est très rare d'avoir des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés. Donc l'essentiel des personnes sont plutôt salariées du secteur associatif ou du secteur public. Ouais. Et donc au cours d'une carrière, comme le disait tout à l'heure madame, on a des personnes qui peuvent très bien passer d'un employeur associatif à un employeur public, à un employeur public hospitalier ou territorial. C'est une des richesses des métiers du sanitaire et social, c'est la variété des employeurs, la variété des publics pris en charge, la variété des modes, des salaires, etc. Entre vous, madame, avec la convention collective 1951, d'autres, c'est la convention collective 66, etc. Donc, effectivement, c'est une des particularités de ce secteur-là, c'est la diversité des employeurs dans leur statut, dans leur mode de rémunération, la diversité des publics pris en charge, et vraiment ça, et la proximité aussi des emplois, du lieu de vie des salariés. Ouais. Alors, pour redire aussi, effectivement, c'est 10% de l'emploi à peu près en Pays de la Loire, le secteur sanitaire et social, et c'est un secteur d'activité dans lequel il y a des perspectives dans les années à venir. Donc effectivement, pour notre région, pour les Pays de la Loire, c'est effectivement des perspectives importantes qui sont liées au vieillissement de la population, au fait aussi que la population ligérienne est en croissance régulière, ce qui fait que par des phénomènes de migration des régions voisines, elle est en croissance aussi en raison du taux de natalité qui est très important dans notre région, qui nécessite aussi des professionnels de la petite enfance. C'est un secteur aussi qui est porteur d'emploi en raison de la pyramide des âges des professionnels de ce secteur. Sur certains métiers type aide-soignante, dans les 5 années à venir, on a près de 20% des professionnels qui vont atteindre 60 ou 62 ans. Donc, on a des pyramides d'âge qui permettent donc des recrutements qui vont faciliter des turnovers. Et puis aussi, on a aussi des restructurations au niveau des employeurs et des besoins d'emploi en raison du développement de nouveaux services. Lors d'une enquête récente par Pôle emploi auprès de l'ensemble des employeurs de ces secteurs, il ressortait que les métiers du sanitaire et social étaient dans le top 10 des métiers les plus recherchés. D'accord. Alors je vois qu'on a une question de Mado, Carole et Karima du Fonds Justif. Quels sont les besoins pour le métier d'infirmier? Est-ce qu'il y a des besoins aussi sur ces métiers-là? Alors sur le métier d'infirmier, effectivement, on entend un certain nombre de choses parfois discordantes. Dans la dernière enquête qu'on avait fait sur le devenir des étudiants sortant de formation, donc c'est une enquête qu'on a fait en 2016 sur les sortants de formation 2015. Là, nous sommes en attente des résultats des sortants de formation de l'année dernière. Sur les sortants de formation, donc 2015, qu'on a questionné en 2016, il y avait plus de 600 répondants. Sur ces plus de 600 répondants, il y avait plus de 95% des personnes qui étaient en emploi.
pour certains CDD, mais qui étaient en emploi et en emploi d'infirmier, donc il y avait une forte conformité entre le diplôme obtenu et l'emploi exercé. Ouais. Voilà, donc nous, en tout cas, sur les chiffres qu'on a dans notre possession, la question du chômage infirmier, on n'a pas de statistiques qui nous démontrent qu'il y a du chômage infirmier. On a des statistiques qui nous démontrent qu'il y a des employeurs qui ne parviennent pas à recruter des infirmiers, en particulier dans le secteur de la gériatrie et en particulier en milieu rural. Ouais. Ensuite, par contre, il y a un décalage entre le vœu des jeunes diplômés infirmiers qui est d'exercer plutôt en milieu urbain, dans des services de pointe, cancérologie, etc. Voilà, donc si le CHU est là, mais c'est pas la DRH, mais on avait fait une enquête il y a quelques années avec les CHU. C'est pourtant la même ville, le même employeur. Vous lancez une annonce pour un poste d'infirmier en cancérologie, vous avez beaucoup de candidats. Le même employeur, la même ville, fait publier une annonce pour un poste d'infirmier en gériatrie, il n'y a quasiment pas de candidats. Ouais. Voilà, donc pour nous, il n'y a pas la question du chômage infirmier. Elle ne se pose pas de cette manière-là. Il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, en particulier dans la gériatrie en milieu rural, et il y a des étudiants infirmiers qui recherchent certains emplois et pas d'autres. Et donc la cohérence se fait pas, la rencontre ne se fait pas. Mais nous, au niveau du conseil régional, nous n'évoquons pas le terme de chômage infirmier. Ouais, d'accord. Il y a des disparités selon les territoires et puis effectivement une corrélation entre les vœux et les offres disponibles qui n'est pas forcément toujours réalisée. Peut-être pour une information, peut-être pour vous le FONGECIF, on rentre à peu près 1350 personnes chaque année en formation d'aide-soignante en première année. Il y a à peu près 1000 personnes diplômées chaque année, infirmiers. Donc on rentre 1350 étudiants en formation infirmière et 3 ans après on en diplôme 1000. Nous considérons que, donc vous voyez qu'il y a une déperdition importante, et nous considérons que les 1000 diplômés par an doivent servir à répondre aux besoins des employeurs. Et d'autre part, notre région est très attractive pour des infirmiers venant d'autres régions et aussi des infirmiers chevronnés qui effectivement sont parfois en concurrence avec des jeunes diplômés. Voilà, donc ça pose parfois effectivement des difficultés. D'accord. Alors, on va accélérer un petit peu parce que je vois qu'il est déjà 11h47 et si on veut entendre Madame Barfetti également. Alors, on avait un résultat d'enquête insertion, donc une enquête qui a été réalisée par le CARIFOREF et les chiffres 2017 seront disponibles dans quelques temps. On vous a mis le lien en bas. Mais effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure Madame Roturo. On voit qu'il y a un accès à l'emploi en santé qui est de l'ordre de 90%. On voit un accès à l'emploi dans le secteur social, c'est 77%. Alors c'est des taux qui sont mesurés 6 mois après la formation. Donc on voit qu'effectivement, une fois que les personnes dans le secteur sanitaire et social sont diplômées, il y a quand même un accès à l'emploi qui est assez rapide. Alors un peu plus rapide dans le secteur de la santé que dans le social. On voit que pour un moniteur éducateur, il y en a 73% qui sont à l'emploi au bout de entre 6 à 8 mois après la formation. Sur la slide suivante, on avait fait le choix donc de faire un focus sur 3 métiers. L'idée on a vu avec Madame Roturo, il y a des métiers sur les 190 000 personnes qui travaillent en Pays de la Loire. Il y a des métiers particuliers qui représentent des volumes importants, donc notamment aide-soignant. Donc on remet un petit peu voilà quelles sont les activités que réalise une aide-soignante. Les aspects formation, donc aujourd'hui le diplôme d'aide-soignante on peut l'obtenir en 10 mois par la voie scolaire et c'est 18 mois en apprentissage et on peut y accéder en validation des acquis de l'expérience. On réindique aussi un certain nombre de qualités qu'on a évoquées tout à l'heure avec Madame Nolot, donc les aptitudes physiques, les aptitudes relationnelles aussi, sens du contact et de l'écoute, le travail d'équipe. Et puis on rappelle effectivement qu'on est sur un travail en horaire posté, jour-nuit, avec du travail le week-end, etc. Ça fait partie des contraintes du secteur, ainsi que les lieux dans lesquels on peut exercer ce métier. On a ensuite une slide sur le métier d'infirmier également. Voilà, on voit un certain nombre aussi d'indications sur les activités. Donc l'infirmier ou l'infirmière réalise des soins de nature préventive, curative ou palliative, des soins d'hygiène et de confort, des prises de sang, distribution de médicaments, etc. Juste une petite particularité sur la formation infirmière. Donc on a 2 rentrées en Pays de la Loire. Il y a des étudiants qui rentrent en septembre et qui finissent 3 ans après au mois de juillet. Et on a des étudiants qui rentrent en février et qui sortent 3 ans après en décembre. Donc on a 2 dates de rentrée et 2 dates de sortie et d'arrivée sur le marché du travail. Ouais, d'accord.
Et puis donc le troisième métier sur lequel on a choisi de faire un focus, c'était accompagnant éducatif et social. Alors c'est un nouveau diplôme d'État qui a remplacé notamment le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale et d'AMP. Oui. Donc peut-être vous pouvez en dire quelques mots. Donc effectivement, donc ce diplôme accompagnant éducatif et social, donc dans notre jargon le DEAES, donc effectivement est le diplôme qui a pris la suite du diplôme d'auxiliaire de vie sociale et du diplôme d'aide médico-psychologique. Donc ces deux diplômes ont été fusionnés en un nouveau diplôme qui s'appelle donc le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Lors de la fusion de ce diplôme, le référentiel de formation a pris en compte la question de l'accueil de l'enfant handicapé en milieu scolaire, ce qui a conduit le pouvoir réglementaire à créer un diplôme avec 3 spécialités. Une spécialité vie à domicile, une spécialité vie en structure collective et une spécialité éducation inclusive et vie ordinaire. Il s'agit bien d'un seul diplôme qui est teinté au cours de la formation de la question du domicile ou de la question structure collective ou la question éducation inclusive et vie ordinaire. Il n'y a pas 3 diplômes différents, il s'agit bien d'un seul diplôme et la volonté du pouvoir réglementaire, c'était de permettre aux personnes titulaires de ce diplôme, au cours de leur carrière, d'aller d'une spécialité à l'autre, de pouvoir exercer d'un secteur à l'autre. Avec un complément de formation si besoin, c'est nécessaire. Ouais. Donc on a 700 places de formation sur ce diplôme en région Pays de la Loire. Et il peut se faire par la voie continue, par la formation initiale ou par l'apprentissage. D'accord. Ok, alors je vais passer un petit peu plus vite pour qu'on puisse aussi interviewer Madame Barfetti, qui va aussi nous donner un petit peu des éléments sur les aspects formation. Ben voilà, on y arrive hein, justement. Donc une présentation peut-être succincte des instituts de formation au CHU de Nantes. Voilà, alors comme dit tout à l'heure, donc moi je suis Mme Barfetti et donc je suis directrice de l'Institut de formation des métiers d'aide. Donc l'Institut de formation des métiers d'aide, c'est un institut de formation qui est au sein du département des instituts de formation du CHU de Nantes. Donc vous pouvez voir sur cette première diapositive qu'en fait on propose au département des instituts de formation 11 formations, 10 qui sont des formations du sanitaire et une qui est une formation du social, donc accompagnant éducatif et social dont Mme Roturo vient de parler. Voilà. Donc l'Institut de formation des métiers d'aide, il est plus en fait, enfin il regroupe 4 formations qui sont des formations d'aide-soignante, d'auxiliaire de puériculture, d'accompagnant éducatif et social et d'ambulancier. Alors pourquoi ce choix en fait de les regrouper? C'est parce qu'en fait, on est vraiment, pour ces 4 métiers, on est dans l'aide à la personne. Et en fait, c'est des métiers qui sont complémentaires. Je pense que c'est du coup vraiment un plus de notre institut de formation de pouvoir proposer ces 4 métiers avec des élèves qui se rencontrent au cours des formations. D'accord. Et qui découvrent un peu leur métier. Alors, je crois qu'on l'a déjà vu, mais aide-soignant, bon, bah, c'est une formation, nous, on en fait une par an de septembre à juin. Elle peut être décalée aussi, la rentrée des aides-soignants. Il y a certaines écoles, enfin, des instituts de formation où ils sont de février à décembre. C'est la plupart du temps sur 10 mois, mais comme on l'a vu, ça peut être sur 18 mois dans le cadre de l'apprentissage. Ouais. Voilà, la formation d'auxiliaire de puériculture, c'est le même genre de formation qu'aide-soignant. Elle est construite de la même façon. C'est une formation par an chez nous, de septembre à juin. J'ai pas connaissance qu'il y ait de formation par la voie de l'apprentissage chez les auxiliaires puères. Donc c'est sur 10 mois. Diplôme d'État accompagnant éducatif et social, nous on le fait sur 10 mois. L'année prochaine, on proposera 3 places par la voie de l'apprentissage. Voilà, et sinon on a des places en formation initiale et des places en formation continue. Et le diplôme d'État d'ambulancier, c'est une formation qui est plus courte puisqu'elle se fait sur 4 mois et demi. Et là, il y a 2 formations, une de septembre à janvier et une de février à juin. Alors, il y a vraiment, j'insiste sur la complémentarité entre ces 4 formations. Il y a tellement de complémentarité qu'il y a des passerelles entre ces formations. Peut-être on n'en a pas beaucoup parlé, mais quelqu'un qui a un diplôme d'État d'aide-soignant peut obtenir le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture en ne suivant que 2 modules. Et vice-versa. C'est-à-dire que l'auxiliaire de puériculture qui a son diplôme d'État peut suivre la formation d'aide-soignant avec simplement 2 modules. Alors qu'il y a 8 modules sur une formation. Alors qu'il y a 8 modules. L'ambulancier va ne suivre que 5 modules sur 8. Celui qui est accompagnant éducatif et social va être aussi dispensé de certains modules. Je me souviens plus bien lesquels, puisque c'est assez récent.
C'est des formations où il y a une alternance entre des cours théoriques entre guillemets et puis des stages sur le terrain. Ça représente à peu près combien le temps de stage sur le terrain? Alors, le temps de stage pour les aides-soignants, les auxiliaires puériculture et les accompagnants éducatifs et sociaux, c'est 840 heures. Donc, pour les aides-soignants, ça représente 6 stages de 4 semaines. Pareil pour les auxiliaires de puériculture. Pour les AES, je vais dire AES parce que c'est plus rapide, ça correspond en fait à 3 stages de 7 à 9 semaines. C'est pas organisé de la même façon. C'est plus de la moitié de la formation qui c'est se plus de la déroule moitié, en stage. En fait. On est environ sur 500 heures, un petit peu plus de 500 heures de formation. Une petite différence juste avec les ambulanciers, c'est que eux ont 5 semaines de stage et 13 semaines de cours. Et les stages sont des stages simplement d'une semaine. C'est un peu compliqué pour les ambulanciers. Une petite précision sur les passerelles. Les gens qui prétendent à une passerelle sont dispensés du concours. Voilà, ils rentrent sans la sélection du concours. C'est sur dossier. Bon, après, chaque institut de formation choisit un peu ses modalités de recrutement pour ces places-là. D'accord. Alors effectivement, c'est quelque chose dans la préparation de ce webinaire aussi sur lequel on a pu échanger également avec Madame Roturo sur le fait qu'il y a plutôt une diminution entre guillemets du nombre de vocations. Il y a moins de personnes qui se présentent à un certain nombre de concours, notamment aides-soignants et infirmiers. Alors c'est l'occasion aujourd'hui là auprès des conseillers de dire bah voilà pourquoi choisir un métier du sanitaire et social. Alors, je pense qu'il y a plein de raisons de choisir ce métier-là, et moi j'en ai identifié 3. Comme l'a dit Madame Roturo, avec les chiffres qu'elle nous a présentés, c'est un emploi assuré à l'issue de la formation. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est effectivement pas argument pas négligeable. Pas négligeable. Ouais, tout à fait. Un autre argument, c'est aussi que c'est une formation courte. Enfin, ces formations sont courtes. Si on met de côté les 18 mois de l'apprentissage, on est quand même sur des formations qui vont de 4 mois et demi pour l'ambulancier à 10 mois pour les autres formations. Et elles sont qualifiantes, ces formations. On sort avec un diplôme d'État. Et je pense que du coup, ça peut être compatible avec des contraintes personnelles, familiales. Voilà, on a quand même des gens. Bon, on a des gens qui sont directement qui viennent du bac, mais on a aussi quand même des gens qui ont des reconversions. Voilà, des reconversions, qui ont une vie de famille. Et voilà, cette formation courte permet d'accéder à un emploi de manière certaine, d'avoir un diplôme et de pouvoir exercer. Et puis donc effectivement c'est des métiers de l'aide donc voilà pour certains profils de personnes ça peut être un lieu et une activité qui contribue à s'épanouir en fait du coup en aidant les autres. Alors ça fait très longtemps que je travaille dans ce secteur, j'ai aussi été pendant 5 ans responsable d'un EHPAD. Je peux vous dire que j'ai rencontré plein de professionnels qui s'épanouissent dans ce métier. Alors bien sûr qu'on n'en fait pas une très bonne publicité, qu'on a l'impression que plus personne n'a envie de faire ça. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui s'épanouissent réellement. On donne du temps. Je crois que si on a envie de se sentir utile, c'est vraiment le métier vers lequel il faut aller. On donne du temps pour l'autre, pour des gens qui en ont besoin, et je pense que c'est vraiment un élément important. Alors tout à l'heure vous parliez des passerelles, je vois qu'on a une question de Laurence du CIBC qui demande est-ce que les personnes qui prétendent à une passerelle, elles doivent faire des stages dans la spécialité visée? C'est pour le DES, je pense. Alors, oui, forcément. C'est-à-dire, par exemple, une aide-soignante qui va utiliser la passerelle pour devenir auxiliaire puéricultrice, elle va avoir, bien sûr, de la théorie à suivre. Elle va faire le module 1 et le module 3. Et pour chacun de ces modules de formation, elle va avoir du temps en institut de formation et elle va avoir du temps en stage. C'est indissociable. C'est-à-dire qu'à chaque module de formation correspond du temps en stage. C'est le texte. Okay. Voilà. Et c'est pareil pour un ambulancier qui voudrait être aide-soignant, un aide-soignant qui va être ambulancier, parce que ça marche aussi, les passerelles, enfin, voilà. Ok. Je voulais juste dire aussi que il faut peut-être bien avoir en tête que c'est quand même une formation qui est accessible à beaucoup, quel que soit le niveau. Et moi, j'ai envie d'un petit clin d'œil vers les gens qui peut-être ont eu des difficultés avec le système scolaire. Voilà, il faut pas hésiter à venir vers ces formations. Si on est motivé, rigoureux, travailleur, on peut y arriver. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure. On est passé rapidement sur les slides qui présentaient les métiers. Mais le métier d'aide-soignante, il n'y a pas de prérequis pour rentrer en école. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de prérequis. À ce moment-là, du coup, si on n'a pas de diplôme de niveau 4 ou de diplôme de niveau 5 dans le domaine sanitaire et social, il faudra passer l'écrit du concours. Sinon, on en est dispensé. Ouais. Mais on peut se présenter à l'écrit du concours sans aucun prérequis. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait arrêté l'école même avant le brevet des écoles.
Il n'y a pas de souci. Le brevet des collèges. Ouais, brevet des collèges, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Il peut effectivement se présenter. Et alors, quand on a eu le concours... Alors juste, peut-être une autre, je voulais dire aussi que c'est peut-être important que les hommes se tournent vers cette profession. On est vraiment, il y en a pas beaucoup, et je pense aussi qu'ils ont complètement leur place, que ça soit d'ailleurs dans les EHPAD ou dans des services plus techniques. Voilà, il faut... les hommes ne doivent pas hésiter. Ouais, d'accord. Alors, une autre question de Christine de Cap Emploi. Donc, effectivement, sur la question de l'apprentissage pour les diplômes d'état d'auxiliaire puériculture. Donc, Allez-y. Hop, voilà. non, ce diplôme à ce stade n'est pas ouvert par la voie de l'apprentissage. Hein. Donc, ce diplôme se prépare uniquement par la voie scolaire avec une rentrée en septembre et une sortie en juillet. Il y a 2 établissements qui préparent à ce diplôme dans la région, donc au CHU de Nantes, donc pour le département de la Loire-Atlantique, et en Sarthe avec la Croix-Rouge. D'accord. Ok. Et donc, voilà, on avait aussi ajouté une slide sur les clés de la réussite, et aussi bien au concours, en formation. Voilà, une fois qu'on a sensibilisé des personnes à ces métiers, comment faire en sorte que ils puissent réussir le concours et réussir en formation? Alors déjà, les clés de la réussite au concours, parce que bon, la plupart des gens quand même passent le concours, en tout cas au moins l'oral. Je pense qu'il faut développer son sens du contact. Il faut aussi... on a beaucoup de candidats qui viennent au concours et qui nous disent moi je vais être étudiant parce que j'aime le contact. Ah oui, mais bon, il va y avoir 500 candidats qui vont nous dire j'aime le contact. Donc il faut vraiment que le candidat soit capable de dire ce qu'il entend par là. C'est aider les autres, c'est aller au contact de la personne, c'est l'accompagner dans son quotidien. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer. Après, je pense qu'il faut se donner les moyens de découvrir le métier. Alors, si on a la chance de faire des stages, c'est bien, c'est parfois difficile. Découvrir le métier aussi, on est dans des métiers d'aide, c'est aussi parfois se tourner vers des associations qui font de l'aide humanitaire, enfin pas à l'étranger, hein, mais chez nous, on sera toujours sensible, voilà, à un candidat qui par exemple aura donné du temps. Alors je veux pas faire de publicité, mais bon, je donne des exemples pour les Restos du Cœur, pour la Croix-Rouge, voilà, pour il y a des associations qui se montent en ce moment pour l'aide aux courses pour les personnes âgées. Voilà, on sera toujours sensible à une personne dont on voit qu'elle est tournée vers l'autre, puisque c'est quand même la base de ces métiers. Et vers la relation d'aide. Vers la relation d'aide à l'autre, voilà. D'accord. Et sinon, je pense que c'est important aussi d'actualiser ses connaissances sur les grands sujets d'actualité sanitaire et sociale, parce que le concours, il est très cadré par un texte et on doit interroger le candidat sur des sujets d'actualité dans le domaine sanitaire et social. On lit la presse quotidienne régionale? Déjà, je dirais à ce niveau, niveau 5, si on lit la presse quotidienne et un peu la presse je dirais spécialisée mais grand public, je pense qu'on a les clés pour être au courant des grands thèmes d'actualité actuels. Voilà. D'accord. Ok. Et puis en formation. Alors en formation, rigueur, assiduité et travail régulier, hein, c'est une formation. Alors la présence en cours est obligatoire pour toutes ces formations, donc c'est une formation très prenante. Voilà, je pense qu'il faut donner de soi pendant 10 mois. Voilà. Après, moi, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut développer en formation. La première, c'est la notion de respect de l'autre. Voilà, moi, je suis très sensible à ça. Je pense que on peut faire ces métiers que si on est respectueux de l'autre, de sa différence, si on a de l'empathie, voilà. Et respectueux de l'autre, ça commence d'ailleurs en formation. C'est être respectueux de ses collègues en formation, être respectueux des formateurs. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est la base. Hein. Moi, je dis toujours qu'un bon soignant, s'il est respectueux, et l'autre qualité dont je vais vous parler, s'il est capable de se remettre en question, voilà, on est sûr que ça fera un bon soignant. Après, il se donnera les moyens pour acquérir des connaissances, mais pour moi, c'est les deux incontournables. Voilà, donc la deuxième qualité, c'est effectivement être capable de se remettre en question. Voilà, je pense qu'un bon professionnel, c'est celui qui, au lieu de dire c'est pas de ma faute, c'est lui, c'est celui qui se dit dans une situation donnée, comment j'aurais pu faire différemment. Et ça se voit dès la formation. Et bon, moi, c'est un de mes dadas, c'est quelque chose que je répète. Et puis on en parlait tout à l'heure aussi avec Madame Nelot, voilà. de la question du droit à l'erreur, effectivement, savoir assumer ses responsabilités, reconnaître. D'autant dans ces métiers, hein, parce que l'erreur, on fait tous des erreurs. Si on est plutôt dans la dynamique de je masque mon erreur, on met le patient en danger, en difficulté, donc ou le résident dans un EHPAD. Donc voilà. Ok.
Alors, je vois qu'il est 12h04, donc on va pas tarder à conclure. Si vous avez quelques questions encore, n'hésitez pas à les poser. J'espère que j'en ai pas laissé passer parmi dans la fenêtre de chat. Et puis je vais juste alors on avait mis aussi quelques slides sur des questions fréquentes qui sont posées à la plateforme téléphonique et qui concernent souvent le sanitaire et social. Donc il y avait je vais retourner l'ordinateur pour qu'on puisse voir Madame Roturo. Il y avait des questions notamment beaucoup qui relevaient sur le financement, puisqu'effectivement la région Pays de la Loire participe au financement des formations sanitaires et sociales. Donc il y a notamment des bourses. Alors effectivement, au niveau des questions assez fréquentes qu'on a, il y a 2 types de questions. C'est comment je finance ma formation et comment je vis pendant ma formation. En ce qui concerne les conditions de financement de la formation, celles-ci dépendent de chacun des conseils régionaux. Et c'est le lieu de réalisation de la formation qui détermine le conseil régional compétent. D'accord. Et non pas le lieu de vie de la personne. Donc si une personne dans les questions que vous avez, si une personne va se former en Île-de-France, c'est le conseil régional d'Île-de-France qui déterminera les modalités de prise en charge des coûts de formation. Si c'est une personne d'Île-de-France qui vient se former en Pays de la Loire, c'est nous qui regarderons et définiront les modalités. Donc sur les coûts pédagogiques et sur également les bourses pour pouvoir subvenir à ses besoins, quoi. Donc voilà, donc en ce qui concerne les modalités de financement par le conseil régional des coûts de formation, on intervient principalement pour les jeunes en poursuite de scolarité et pour les demandeurs d'emploi non démissionnaires d'un CDI ou d'un emploi public. Lorsqu'il s'agit de salariés, nous considérons que c'est à la charge de l'employeur ou du fonds de formation de prendre en charge son parcours de formation. D'accord. Alors, je regarde également une question, par exemple, je viens d'avoir mon bac et je suis reçu en formation d'infirmier, ai-je droit à une rémunération ou à quelque chose? Donc, s'il s'agit de la vie quotidienne, donc la personne peut présenter auprès du conseil régional une demande de bourse. Nous avons à peu près 900 étudiants infirmiers qui actuellement bénéficient d'une bourse du conseil régional. Donc qui leur permet donc d'assurer leur vie quotidienne, leur logement, leur déplacement, etc. Cette bourse ne sert pas à financer les coûts pédagogiques, mais sert à assurer la vie quotidienne. Ouais. Donc effectivement, les dossiers de demande de bourse, on les trouve sur le site du conseil régional. Pour la bourse, elle est faite sur le site du conseil régional, elle est dématérialisée et elle se fait aussi en lien avec les instituts de formation. Qui doivent certifier un certain nombre d'éléments qui figurent dans le dossier. Mais la première étape, c'est de télécharger le dossier sur Internet. Ok, donc j'en profite pour vous redire effectivement qu'il y a une plateforme téléphonique au Carrefour F, donc le numéro vert 0800 200 303 qui permet pour des salariés, des demandeurs d'emploi de se renseigner sur des formations, sur des prises en charge, etc. Et puis sur cette slide, on a un certain nombre de sites internet qui va vous permettre d'avoir de l'information sur le dispositif formation sanitaire et sociale de la région Pays de la Loire. Également, on va avoir l'étude du Carrefour F qui sur un accès rapide à l'emploi, donc que vous allez pouvoir retrouver ici. Et puis le guide des carrières sanitaires et sociales, donc notamment c'est de ce guide qu'on a extrait les slides qu'on vous a présentés, qui vous présentent les différents métiers du sanitaire et social. On a aussi mis un certain nombre de vidéos que vous allez pouvoir trouver ici. Ça peut être aussi des choses que vous pouvez regarder avec des personnes que vous accompagnez pour un petit peu découvrir les métiers d'aide-soignant ou d'infirmier notamment, sachant qu'évidemment sur Beau Travail, sur le Carrefour F, etc., les différentes ressources, vous allez pouvoir trouver des vidéos sur plein d'autres métiers. Effectivement, ça peut être un moyen aussi pour découvrir les métiers. Voilà, j'espère qu'effectivement toutes ces informations vous ont permis d'en savoir plus sur le secteur sanitaire et social et puis de vous outiller pour pouvoir orienter des personnes dans ces métiers. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. J'en profite pour vous donner le calendrier des prochaines actions de professionnalisation. Donc le 20 septembre à 11h, il y a un autre webinaire qui sera animé, donc focus sur un portail utile à l'orientation, les outils de l'APEC. Il y a un atelier qui est prévu le 15 novembre à Angers sur l'emploi non salarié, quelle réalité, quel dispositif d'accompagnement et quelles ressources. Donc pour vous inscrire sur ces actions, vous avez le lien qui est dessous ici. Et puis je vous rappelle également qu'il y a un sondage en cours sur vos besoins en termes de professionnalisation pour 2019. Vous avez eu un mail hier qui a dû vous être envoyé.
Voilà, pour toute information sur ces actions de personnalisation, vous pouvez nous contacter sur infospro@cariforef-pdl.org. La dernière slide, on vous propose donc de cliquer sur le lien pour pouvoir voilà, nous faire un retour et évaluer ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et ça nous permet de les faire évoluer éventuellement. Voilà, je vois quelques commentaires plutôt sympathiques que je partage avec vous. Donc, merci beaucoup. Merci, c'était vraiment très intéressant et très vivant. Voilà, c'est vrai que avec 3 intervenantes, on avait beaucoup de choses à vous dire. J'espère que voilà, ça vous a éclairé effectivement sur ce secteur d'activité. Il est 12h10. Si jamais vous aviez des questions qui sont après, ben voilà, sur infospro@cariforef, on pourra vous répondre pour la suite. Et puis Nous, on est aussi joignable. alors voilà, je voulais préciser qu'on est joignable, qu'on a des secrétaires qui sont très très au fait de la formation et qui peuvent répondre dans les centres de formation. Dans les centres de formation à tout un tas de questions. Voilà. Et de mon côté. Allez-y. Voilà, et si je peux me permettre aussi de mon côté, si vous avez des candidats à un moment donné qui souhaitent avoir des informations supplémentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez envoyer soit sur la boîte mail ou bien directement téléphoner au standard de mutualité retraite. Vous trouverez les coordonnées sur les pages jaunes. Alors, vous voyez sur ce dernier écran, vous avez la possibilité de télécharger alors la présentation que Mutualité Retraite sur laquelle qui vous a été présentée à l'instant. Il y a la présentation qu'on vous a présentée également avec Madame Roturo, Madame Barfetti. Et puis il y a le schéma régional des formations sanitaires et sociales. Donc c'est 3 documents que vous pouvez d'ores et déjà télécharger, pardon. Et puis le webinaire sera mis en ligne sur le site du Cariforef dans les jours à venir, et en plus de la vidéo pour revisionner éventuellement le webinaire, vous pourrez retrouver ces fichiers que vous pourrez télécharger. À 13h, on vous envoie un petit mail avec le questionnaire pour ceux qui n'auront pas pu répondre tout de suite. Voilà, donc merci de prendre un petit moment, quelques minutes pour nous dire ce que vous avez pensé de cette action de personnalisation. Il est 12h11, il est temps de vous libérer, donc merci à vous. Merci à vous. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Et puis merci aux intervenantes, donc Madame Roturo, Madame Nolo et Madame Barfetti. Bonne fin de journée.